décision des politiques. Ça s'appelle politique et animaux. Vous verrez comme ça si votre député, votre sénateur, votre conseiller régional agit en faveur des animaux ou agit contre le bien-être animalier. Donc, vous tapez sur votre gestionnaire, votre chercheur, votre Google, sur Google, donc vous tapez politique et animaux. Brigitte, je te passe la parole pour L214. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Brigitte Gauthier, je suis une des cofondatrices de l'association L214. Donc L214, comme l'a rappelé Christian, est né en 2008, mais en fait on existait un petit peu avant, en 2003. On était le collectif Stop Gavage et on était concentré sur la question du gavage des canards et des oies pour la production de foie gras. Et puis en 2007-2008, on a eu des discussions en équipe et puis une proposition un petit peu folle qui était de dire, voilà, on va faire de la question animale une question sérieuse entre nous, c'est-à-dire essayer de consacrer notre temps entier, un plein temps, à cette question-là. Parce que quand on était Stop Gavage, on travaillait tous plus ou moins ailleurs, on avait d'autres boulots, et là l'idée c'était vraiment de prendre la question au sérieux, de vouloir faire la différence et de travailler à fond sur cette question-là. Donc L214, c'est une organisation de défense des animaux. On peut dire que c'est qu'une campagne sectorielle de tout le boulot qu'il y a à faire pour que cette planète soit vivable pour tout le monde, être humain ou être non humain. Et du coup, L214, on se concentre plus particulièrement sur la question des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire. Alors, déjà, le thème qu'avait donné Samia pour aujourd'hui, c'était éthique et responsabilité face à l'exploitation animale. Alors, l'exploitation animale, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est massif. C'est massif, alors on en a déjà eu un aperçu avec Frédéric et Michel, qu'il y en a bien des formes d'exploitation. Il y a les animaux qui sont utilisés pour nous divertir. On peut parler des corridas, des combats de coqs, les cirques, les zoos, etc. Il y a ceux qui sont utilisés pour être dans les laboratoires, pour servir de modèles biologiques et qui sont la plupart du temps enfermés à vie dans ces laboratoires, à part quelques-uns qui arrivent à en réchapper, trop peu, et puis qui ont passé de toute façon une bonne partie de leur vie. Mais celle qui nous intéressait, celle qui nous a motivée, celle qu'on a pris dans la figure à un moment de notre vie, c'était celle pour la consommation alimentaire, notre alimentation et ce qui fait le plus de victimes au niveau des animaux. Alors, ça c'est une évidence, pour produire de la viande, du poisson, du lait ou des œufs, il faut élever et tuer des animaux. C'est une évidence et en même temps c'est une grande ignorance, c'est-à-dire qu'on le sait. Tout le monde le sait, même si on dessine des poissons carrés, souvent on imagine quand même qu'on est en train de manger des animaux. Il y a quand même une jolie petite vidéo qui passe, un jeune garçon de 4 ans, brésilien, beaucoup d'entre vous la connaissent, qui se fait expliquer par sa mère, qui réalise tout à coup qu'il est en train de manger des animaux, et il a la réaction sensée, juste, le truc, mais c'est un truc de dingue que tu es en train de me dire, maman, comment ça on mange des animaux? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Voilà, donc c'est une évidence, mais c'est aussi une ignorance. On ne sait pas exactement de quelle façon sont élevés les animaux, parce que ce sont justement des endroits assez clos. Y filmer, c'est très difficile, ramener les images, c'est très difficile, y entrer, c'est très difficile. Frédéric a pu en témoigner aussi par rapport aux abattoirs. Les animaux, aujourd'hui, ils sont élevés par milliers, par dizaines de milliers, et j'ai presque envie de dire, on arrive aux centaines de milliers aujourd'hui, notamment dans les élevages de poules pondeuses. Un élevage, c'est quoi? C'est un hangar immense aujourd'hui, avec des silos imposants, des dizaines de milliers d'animaux enfermés à l'intérieur. Elles se sont développées depuis les années 70, et là-dedans, l'élevage est majoritaire. Alors plus les animaux sont petits, plus on arrive à les mettre dans des endroits petits, les cages, les stabulations, les stalles, et des enclos pour les plus grands.
Il existe encore des animaux qui ont un accès à l'extérieur, mais on voit par exemple avec l'élevage des 1000 vaches que c'est en train de passer là aussi, c'est-à-dire qu'on a une industrialisation qui s'est faite à partir des années 70 qui continue encore aujourd'hui. L'élevage intensif, on n'est pas en train de parler du petit morceau de l'exception qui confirme la règle, on est en train de parler de la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 82% des poulets de chair, donc ceux qui sont élevés pour faire les poulets qui sont mangés, qui sont enfermés dans des élevages intensifs, des grands hangars avec des oiseaux à perte de vue. Les poules pondeuses, 68% sont encore élevées en cage de batterie et 7% sont élevés au sol. Les cochons, 95%, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et les lapins, 99%. Quelqu'un posait la question pour les bovins. Pour les bovins, la situation, elle est vraiment divers et variée. Il y en a qui ne sortent jamais à l'extérieur, et il y en a qui ont des accès à l'extérieur. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de statistiques. On est en train de creuser pour trouver justement, pour essayer de donner un petit peu une cartographie, comment ça se passe pour ces animaux. Et ben, on ne trouve pas grand-chose encore, on ne s'est pas encore mis grand-chose sous la dent. On a visité plusieurs exploitations avec des vaches, des veaux, etc. Et en fait, en fonction des animaux, en fonction de leur âge, ben, ils vivaient du coup pas la même chose. Les vaches, il y en avait qui avaient accès à l'extérieur, et en même temps, les veaux étaient gardés à l'intérieur, et les bœufs, qui étaient en train d'être engraissés, étaient aussi gardés à l'intérieur. Donc on n'avait pas, même au sein d'une seule exploitation, la réalité pour les animaux pouvait être bien différente. Les séparations. Les séparations, c'est quelque chose qui arrive à répétition dans les élevages. Tout ce qui est, comme on les classe, les volailles, naissent dans des armoires à incubation pour la plupart. Donc voilà, donc on peut pas... Enfin, les poussins peuvent être à la recherche d'un contact maternel, ils ne vont pas en trouver. Les truies, elles sont immobilisées dans ces stalles, dans lesquels elles peuvent ni avancer ni reculer, et le contact avec les porcelets se fait vraiment sporadiquement quand les porcelets passent devant le museau de leur mère, ou alors juste par la tétée. Et les vaches laitières, les chèvres, d'une façon générale, les laitières sont séparées quasiment dès la naissance ou dans les premières heures de leurs petits. Des fois, elles se défendent, quand même. C'est malheureusement pas la majorité, hein. Ce déchirement, il arrive des milliers de fois chaque année. Il y a une autre vidéo, je ne l'ai pas mise là, vous la connaissez sans doute déjà tous, cette vidéo sur France 3 où on voit justement la vache courir après la camionnette qui enlève son petit. Alors, ces animaux, en fait, sont sélectionnés pour la plupart génétiquement. C'est-à-dire que depuis... pareil, les années 70, on a cherché à faire... depuis la nuit des temps, quelque part, on a spécialisé les animaux pour les usages qu'on voulait en faire. Et c'est d'autant plus vrai dans la production de produits d'origine animale, où on a favorisé soit la prolificité, donc le fait de faire beaucoup de petits, soit la capacité d'engraissement, le fait de grossir très rapidement. Et on a des exemples très flagrants, par exemple, sur les poules pondeuses et les poulets de chair. En fait, les poules pondeuses et les poulets de chair sont des poules, des poulets, sauf qu'ils ont été spécialisés. Les poules pondeuses pour faire des œufs, donc elles en pondent à peu près 300 par an, contre 60 quand elles étaient dans la nature. Et les poulets de chair, eux, ils sont formatés pour grossir très rapidement. En 42 jours, ils atteignent le poids qu'ils faisaient avant à 80 jours, ou qu'ils font encore quand c'est des souches à croissance rapide, à croissance lente. Donc vous avez les croissances rapides et les croissances lentes. Certaines associations ont récupéré des poulets de chair. Ça fait des animaux qui sont très handicapés. Ce sont des animaux obèses qui ont toujours envie de manger. Vraiment au niveau des manipulations génétiques, très très fort dans l'absurdité finalement. Ce sont des animaux qui ont été optimisés, mais qui de l'autre côté, on n'a pas tenu compte du tout de quel effet ça allait avoir sur leur bien-être. Les vaches laitières, aujourd'hui, les Primoldstein par exemple, elles peuvent faire jusque 12 000 litres de lait par an.
contre, normalement elles font 5 litres de lait par jour pour leurs petits, jusqu'à 14 litres. Enfin, voilà, on a des échelles qui sont complètement différentes, donc on peut en trouver notamment sur les marchés bestiaux qui ont des vies énormes. Frédéric en a croisé beaucoup plus que nous sur les sauvetages qu'il a fait, des troupeaux à l'abandon par exemple, où il faut traire les vaches parce que elles ont été construites pour ça. Ce sont vraiment des animaux style Frankenstein. Alors bien sûr, ces animaux de la souche pondeuse, on a là des poussins qui vont être calibrés pour faire des œufs. Petit hic, les mâles ne pondent pas d'œufs. Donc dans ces filières-là, les indésirables sont éliminés par broyage ou gazage. Et c'est la même chose dans la filière foie gras, mais dans la filière foie gras, c'est l'inverse. Ce sont les mâles qui sont gardés en début de vie, et les femelles, elles, ne sont pas utilisées en France pour produire du foie gras. Là, ce sont des images qui ont été filmées en France. Jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'est toutes des images françaises. On est dans un couloir en Bretagne. Alors c'est des images qui ont un peu fait le tour, j'en ai pas mis long parce que je pense que vous êtes déjà sensibilisés ici, c'est bon. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, quotidiennement. Alors c'est fait pour les poules pondeuses, mais pour les poulets de chair, ceux qui sont mal formés, ceux qui sont malades, sont aussi éliminés de la même façon. Donc soit par broyage, soit par gazage. Et là, il y a certaines images qu'on a vues qui sont illégales, c'est-à-dire laisser agoniser un poussin dans une benne à ordures. Ça ne devrait pas se faire d'après la réglementation qui pose simplement des limites à ce qu'il est permis de faire endurer aux animaux. Dans les élevages, en fait, on fait cohabiter un très très grand nombre d'animaux dans des conditions terribles. Imaginez-vous à 30 dans un ascenseur, au bout de 2 jours, je pense qu'on ne va pas juste se dire des mots avec délicatesse. Dans les élevages, c'est pareil, à force d'être en surnombre, les animaux peuvent s'agresser les uns les autres. Un comportement malheureusement tout à fait normal quand on est dans des conditions terribles. Et donc, au lieu de se dire « Ah il y a un problème avec cette façon de garder les animaux », on les a mutilés pour les faire cohabiter. C'est-à-dire que pour les poules pondeuses, par exemple, on va leur couper le bout du bec. On va dégriffer les pattes des poules et des canards. Pour les cochons, on va couper la queue en tire-bouchon. Pourquoi ? Parce que comme justement ils n'ont rien à faire dans ces élevages, ils vont chercher à attraper la queue du voisin. On va leur rogner les dents aussi, on va écorner les veaux, opération très douloureuse. Et alors, la castration des porcs, notamment et des chatons, c'est pour le goût. Voilà, donc ils sont castrés à vif pour que leur chair soit meilleure. Pour les porcs, en fait, 3% des porcs développent l'odeur de Véra. Et cette odeur de Véra est indésirable pour les consommateurs. Donc tous les cochons sont castrés à vif. C'est en train de changer progressivement. C'est pas la fin du massacre pour autant, mais pour les cochons qui ne seront pas castrés, pour eux ça représente quand même un changement assez important. Là, je vais passer des images de castration, où je les passe rapidement. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'être convaincus ? Non. Je vais passer vite fait. C'est des images de Gaïa, de Gaïa en Belgique, qui a réussi à filmer la castration des porcelets, mais on peut en trouver aussi sur YouTube. Même les éleveurs montrent de quelle façon parfois ils font. Les comportements limités, quand vous êtes enfermé dans une cage, c'est pas très possible, par exemple, pour une poule pondeuse d'étendre les ailes. Se dresser pour un lapin dans les cages conventionnelles, c'est pas possible non plus. Fouiner, la plupart du temps, pour les cochons, c'est pas possible, ils sont sur caillebotis. Caillebotis, c'est ces sols ajourés à travers desquels passe leur déjection. Et comme disait Frédéric, ils sont au-dessus de l'odeur de leur déjection tout le temps. C'est un des premiers trucs qui vous saute à la gorge quand vous rentrez dans un élevage. Vous ne voyez pas encore les animaux, mais vous savez déjà dans quelle ambiance ils vivent, juste parce que vos yeux commencent à vous piquer et que vous retenez votre respiration. Alors ces comportements limités, nous on les a filmés par exemple pour les poules pondeuses.
Le sol grillagé. Ça c'est un nid, ce que vous voyez là. Là, elle est dans un nid. Ici, les cadavres qui sont ramassés chaque jour d'après la réglementation. Et on peut questionner la question de œufs frais. Là, c'est pas les images les pires, hein, c'est entre guillemets en début, c'est-à-dire que les poules ont encore des plumes. Il y a beaucoup de poules qui sortent de ces élevages pour être emmenées à l'abattoir au bout d'un an de ponte, qui n'ont quasiment plus de plumes. Donc effectivement, après ces périodes d'élevage qui sont déjà terribles pour les animaux, il y a le transport vers l'abattoir. Ils peuvent être transportés sur de longues distances. C'est une grande source de stress pour les animaux, et il y en a pas mal qui en meurent, notamment les cochons qui sont relativement sensibles justement sur les crises cardiaques et des choses comme ça. Les rapports remis à la Commission européenne soulignent de nombreuses infractions aux textes réglementaires. C'est le cas sur beaucoup de domaines. La question de tuer, parce qu'en fait, avec la question de manger les animaux, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a la question de l'élevage, avec effectivement des possibilités d'améliorer de façon sensible les conditions d'élevage des animaux, que ce soit moins pire pour eux. Mais la question de tuer sans faire souffrir, c'est une question qui est assez importante, parce que la plupart des gens pensent que les animaux sont tués d'un coup, sans douleur. Bon, c'est pas vrai. Déjà avant d'arriver au poste d'abattage, il y a un parcours très éprouvant, donc le transport. Quand ils sont débarqués, ils arrivent en terrain inconnu, avec des bruits, des cris qui leur sont étrangers, et puis, il y a une odeur spéciale dans les abattoirs quand même. Hein. Quand on y rentre, il y a comme un malaise qui arrive tout de suite, quoi. Et il y a beaucoup d'animaux, notamment sur les animaux petits, qui représentent la majorité des animaux qui sont abattus. Hein. Sur 1 milliard d'animaux abattus chaque année, il y a 900 000 volailles, oiseaux qui sont abattus. Et eux, ils voient l'accrochage de leurs congénères avant, ils sont sur la même chaîne, c'est cette chaîne immense sur lesquelles ils sont emmenés pour se faire tuer. Donc on a des méthodes d'abattage qui évoluent. Tuer sans faire souffrir, ça reste quand même, ça relève de l'utopie, quoi. Tuer à la chaîne. Donc il y a l'abattage standard qui est avec étourdissement préalable. Il y a quand même pas mal de ratés dans ces conditions-là. Ne serait-ce que sur le positionnement. Il y a plusieurs façons d'étourdir les animaux. Alors aussi, qu'est-ce qu'on entend par étourdissement, hein. Donc vous avez le choix entre vous faire fracasser la tête avec le matador, qui est un pistolet à tige perforante. La tige vous rentre, ça fait une trépanation au niveau du cerveau. Vous avez l'électronarcose. Alors comme ça, un narcose, c'est un petit peu doux, hein. Non, c'est un petit coup d'électricité qui souvent est réglé au minimum, notamment par exemple dans le cas du foie gras, de façon à ne pas faire de pétéchis sur le foie. Le pétéchis, c'est des vaisseaux sanguins qui éclatent. Quoi d'autre au niveau de l'étourdissement, c'est déjà pas mal. J'en oublie, je pense. Mais voilà, ils sont étourdis avant, et on peut se poser la question si l'électronarcose ça étourdit ou juste ça immobilise. Est-ce que vraiment les animaux après ne ressentent pas de douleur lorsque le couteau vient leur trancher la gorge? Voilà. On a vu sur les chaînes d'abattage standard beaucoup d'animaux qui reprennent conscience après avoir eu le coup de couteau dans les carotides. Après, il y a l'abattage sans étourdissement. Là, les animaux sont égorgés, pleinement conscients. Et l'agonie peut durer jusque 14 minutes pour les gros bovins. On reviendra après au cas des poissons. Donc 14 minutes pour ces animaux à se sentir se vider, à partir. Et une partie du corps de ces animaux donc, peut être vendue à la cachère. Mais il y a aussi une partie qui est vendue en standard sans que ce soit étiqueté. Donc voilà, quand on achète de la viande, de toute façon, on ne sait pas dans quelles conditions ont été tués les animaux qu'on mange. Et même, on est toujours très loin d'imaginer comment ça a été fait pour de vrai, quoi. Et alors, la mort bio, elle est pareille que l'autre. On est mort à la fin et il n'y a pas de différence. Et comme l'a souligné Frédéric,
Maintenant, il y a même du halal bio, donc enfin voilà, l'abord bio, il n'y a pas de règlement spécial pour le bio en ce qui concerne les conditions de mise à mort des animaux. Je vous le passe. Je vous le passe. Je vois que le public n'a pas besoin d'être convaincu. De toute façon, si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir sur notre site l214.com. Il y a beaucoup de vidéos d'élevage, vidéos d'abattage. Regardez, faites-vous une idée par vous-même. Est-ce que vous voulez continuer à soutenir une industrie comme celle-là? Alors, est-ce que c'est la boucherie aussi pour le lait et pour les œufs? On a parlé tout à l'heure du sexage en ce qui concerne les poules pondeuses, de la séparation pour le lait, mais l'abattoir aussi est la destination finale de tous ces animaux. Pour les vaches, les brebis, les chèvres, elles sont inséminées régulièrement, elles ont des petits qui leur sont retirés. Si ce sont des mâles, ils vont à l'engraissement ou éventuellement à la reproduction, mais souvent à l'engraissement, et finissent à l'abattoir assez rapidement. Et les vaches elles-mêmes, les brebis, les chèvres, une fois qu'elles ont donné leur lait, pour les vaches laitières, l'âge de réforme, donc l'âge où elles sont envoyées à l'abattoir, la moyenne c'est 5 ans. Donc c'est très jeune. Une vache, ça a une espérance de vie de 20 ans, d'une vingtaine d'années à peu près. Même plus, 20-25. Voilà. Alors, pour les vaches laitières, c'est quand elles sont plus productives qu'elles partent à l'abattoir. Pour les poules pondeuses, c'est au bout d'un an de ponte. Un an et quelques mois. Qu'elles soient productives ou qu'elles ne soient pas productives, quand vous avez un bâtiment de 100 000 poules, en élevage de cage de batterie, ou même quand vous avez un élevage bio avec des centaines de poules, vous n'allez pas aller voir chacune en disant « Alors, t'as fait ton œuf aujourd'hui ? Pas d'œuf, hop, l'abattoir. » Non, c'est tout le monde qui y va en même temps au bout d'un an de ponte. Alors, pour les œufs, effectivement, il y a des différences entre les modes d'élevage. On peut avoir la même chose sur la plupart des productions. Il peut y avoir des différences entre les modes d'élevage, mais la finalité, quand vous êtes en élevage en cage, au sol, plein air ou bio, les poules finissent toujours à l'abattoir. Les poussins mâles sont gazés ou broyés peu après la naissance. Les becs sont coupés dans la plupart des cas. Et sur l'élevage au sol, elles n'ont aussi pas d'accès à l'extérieur. Donc voilà, c'est un petit tableau qu'on a là si ça vous intéresse. Le mieux, ça reste encore pour les poules pondeuses de ne pas acheter d'œufs. Du coup, vous ne cautionnez pas, par exemple, le broyage des poussins pour ne retenir que ça. Et les poissons. Les poissons, ici à Marseille, du coup, vous êtes un petit peu plus informés qu'à Paris, par exemple, sur la pêche au chalut, les scènes tournantes, les filets maillants, les filets emmêlants, les tramailles, etc. La façon de tuer les poissons, elle est absolument abominable. Si on faisait la même chose à des animaux terrestres, beaucoup de gens s'insurgeraient. Imaginez un filet tendu entre la tour Eiffel et puis la tour Montparnasse, de façon à essayer d'attraper les oiseaux comme ça au vol. Tout le monde dirait, mais vous êtes complètement dingue. C'est exactement ce qu'on fait dans la mer. Les poissons sont pêchés à une certaine profondeur, ils sont remontés, la plupart peuvent avoir les organes qui ressortent, ils essayent de se sauver, ils meurent de panique, de stress, et les agonies peuvent durer jusqu'à 10 heures. Parce que la réfrigération, des fois, ralentit encore le fait qu'ils meurent. Donc on est dans des cas, au final, encore pire que pour les animaux dans les abattoirs. En fait, on arrive à faire vraiment horrible. En tant qu'être humain, c'est quand même pas mal. Je vous passe la vidéo suivante, qui est une vidéo qui a été tournée par Iguana l'animal sur des bateaux de pêche au thon. Hyper magique aussi, voilà. Et donc, pour revenir sur le nombre d'animaux abattus, 60 milliards d'animaux terrestres sont abattus par an, ça a été dit tout à l'heure. Et le nombre bas d'évaluation de poissons pêchés, d'animaux aquatiques pêchés, c'est plus de 1000 milliards sur l'échelle basse. Et ceux qui ont essayé d'évaluer étaient autour de 4000 milliards. Mais c'est des nombres où ça dépasse complètement l'entendement. Alors, est-ce que la viande heureuse, ça existe? Évidemment, la réponse est non. Voilà. Et du coup, la question est posée,
est-ce qu'il est juste de s'approprier ainsi la vie d'un être sentient? Qu'est-ce que c'est un être sentient? C'est un être comme vous et moi, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir des émotions, vous avez la volonté de vivre, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, vous avez envie d'avoir la vie la plus heureuse possible. C'est la même chose pour les animaux. Et on le voit avec ces histoires de vaches qui essayent de s'échapper des abattoirs, qui sont traquées dans les villes après qu'on abat à coups de fusil. On voit bien quelle énergie elles mettent à survivre. Voilà, enfin, je crois qu'il n'y a vraiment pas de question. Ceux qui vivent avec des chiens et des chats, ils le savent déjà bien. Pour leurs chiens et leurs chats, il n'y a pas de différence. Alors, donc la consommation de produits d'origine animale, ça impose des conditions de vie misérables, ça impose de tuer des êtres qui auraient aimé continuer leur vie, et puis ça revient sur la petite vidéo qu'a fait passer tout à l'heure Frédéric, sur les problèmes de santé publique, d'environnement et de partage des ressources. Et ça pose une question d'autant plus cruciale sur la consommation alimentaire, pour ne parler que de celle-là. On pourrait faire la même chose sur les autres modes d'exploitation des animaux. C'est que manger de la viande ou manger des produits d'origine animale, c'est pas une nécessité. À partir de là, comment on peut s'excuser? Comment on peut se pardonner de faire subir tout ça aux animaux? En fait, c'est le spécisme qui nous pousse à considérer l'intérêt vital des animaux comme inférieur à notre plaisir. C'est-à-dire notre plaisir de manger de la viande, de boire du lait, de consommer des œufs, est toujours considéré comme plus important que la vie même d'un autre être. Juste, c'est pas normal. Alors, par exemple, j'ai pris 2-3 exemples de spécisme intégré. C'est quand on est à côté d'une petite coccinelle et qu'on dit « Oh, c'est mignon !» Et puis que quand il y a une araignée qui arrive, on est là « Oh, mais quelle horreur !» Bon, c'est des insectes les deux. Voilà, c'est quelque chose qu'on a intégré, qui nous vient des fois spontanément, à part quelques exceptions près. J'ai plutôt vu toujours les gens réagir de ce côté-là. Il y a les dauphins contre tous les animaux d'élevage, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les dauphins, par leur intelligence, etc., et qui vont être prêts à se mobiliser pour les dauphins, et qui pour autant vont, par exemple, continuer à manger des animaux. Et la viande, le plus gros trait du spécisme, c'est la viande contre la justice. C'est-à-dire, est-ce qu'il est juste ou pas de manger de la viande? Bon, à cette question, évidemment, nous on répond. Et un jour, on fait le lien. Un jour, ça nous arrive dans la figure, la perception de ce problème éthique. J'ai l'impression que vous qui êtes ici, vous avez déjà fait ce lien, et vous vous rendez très bien compte de l'urgence, de l'importance de prendre en compte la question des animaux. Et vous mesurez la responsabilité collective qu'on a dans ce massacre qui arrive tous les jours. Et chacun de nous prend ses responsabilités. Alors, on peut les prendre de diverses façons. And when there's a tasty morsel, she'll cluck to the baby. And the baby will come over and start eating. I'll sometimes feed canned corn to the chickens and the ducks, and they love the canned corn. And the mother hen won't eat it. She'll pick it up and she'll drop it and kind of peek back in her little way. And then kind of peek back in her little way. The baby will cuddle up to mom, will go under the feathers and just kind of peek out at the world and learn from. Voilà, quand on a fait le lien, on peut commencer à regarder ces choses-là et puis à se dire, punaise, mais il y a trop des belles choses. On peut commencer à voir les animaux comme les êtres qu'ils sont, c'est-à-dire des individus qui peuvent avoir des relations entre eux. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais dans les élevages, puisque les poussins naissent dans des grandes armoires à incubation. On peut aussi se rendre compte et se laisser toucher par l'intelligence des animaux.
Sana देखो कितनी इंटेलिजेंट है ये काऊ. Alors on entend plein de gens dire ouais, si on pouvait aller dans l'espace, on croiserait des autres formes de vie intelligentes, ce serait tellement bien de croiser d'autres formes d'intelligence autres que les humains et tout ça. On les a juste à côté de nous en fait, ces autres formes d'intelligence, elles sont juste là. Et du coup, une fois qu'on a fait ce pas de côté de ne plus les considérer comme de la nourriture, il me semble qu'on peut voir toutes ces belles choses. Et il me semble que on doit simplement agir. Agir pour les animaux, c'est agir individuellement, en changeant ses modes de consommation, parce que chacun de nos gestes de consommation, que ce soit en matière d'alimentation, la façon de nous vêtir, les cosmétiques qu'on utilise, etc., ont un impact sur les animaux. Ça peut être par nos actions individuelles, parce qu'on va aller parler à notre député, on va aller dans notre supermarché, puis essayer de revendiquer, avoir plus de produits véganes, ou alors essayer de retirer les pires produits de la production industrielle de produits d'origine animale. Ça peut être agir collectivement, se fédérer, soit au sein d'associations, soit... alors associations au sens large, ça peut être des collectifs, ça peut être petit, ça peut être moyen, ça peut être grand. Le tout, c'est de faire des actions, c'est de suivre ce qui nous fait oui à l'intérieur, essayer de se bouger, parce que c'est de ça qu'ont besoin les animaux aujourd'hui. C'est de gens qui soient motivés, de gens qui aient envie, de gens qui se bougent, de façon à faire changer la situation. Et on voit qu'elle peut changer. Quand on a monté L214 en 2008, et quand on voit le parcours qui a été fait depuis, on a beaucoup plus suivi depuis justement qu'on est à plein temps sur cette question-là, et on voit que les choses, elles bougent. On voit que nos concitoyens, ils sont touchés par la question animale. Le fait que je vois qu'ici, là, à Marseille, il y a une salle quand même qui est pleine, de gens qui sont intéressés par cette question-là, mais c'est un signe. Il y a plein de signes qui montrent que la situation, elle peut évoluer. Évidemment, à côté de ça, les industriels, eux, ils continuent leur travail. Hein. Les 1000 vaches, les élevages de porcs industriels ici, les élevages de poules pondeuses là-bas, eux, ils vont essayer de continuer. Sauf que, en face, on a un outil vraiment formidable qui est la compassion, qui est l'information, qui est... on a la justice pour nous. Et ça, ils ne pourront pas nous le prendre de toute façon. Donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on débatte aussi. Tout à l'heure, il y a eu la question de stratégie qui a été posée à plusieurs reprises. Est-ce qu'on va prolonger ou pas la vie des animaux en captivité si on propose des mesures qui vont agir tout de suite, mais est-ce que ça retarde pour plus tard? Ça, c'est des débats qu'on peut avoir, effectivement. Mais de toute façon, on le voit bien, les pays où il y a le plus d'avancées welfaristes aujourd'hui sont les pays où il y a le plus de véganes aussi, quoi. Donc, hop, non, on va pas dans l'autre, non, c'est dans l'autre sens. Hop. Donc, se fédérer pour agir, c'est montrer la réalité, aller en enquête, aller chercher les images. Aujourd'hui, c'est très difficile, mais il faut le faire. C'est montrer la réalité aussi de l'action de nos politiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Christian, politique et animaux, un outil à votre service pour voir un petit peu comment se situent vos élus, puis aller les titiller là-dessus. Montrer la réalité, c'est aussi sur la santé. Quel impact sur la santé, l'hyperconsommation de viande, quel impact sur la santé aussi de ne plus manger du tout de produits d'origine animale, montrer qu'on est encore vivant, on tient debout, puis en plus on a de la force. Agir aujourd'hui, agir demain, donc c'est tout ce qui est justement campagne sectorielle, abolition, on peut agir sur les deux panneaux. Proposer des solutions, évidemment, le véganisme, on le fait aussi nous par l'intermédiaire de notre campagne Végo Resto, il y a des personnes de Nice là, donc Végo Resto, c'est essayer que les restaurants proposent au moins une alternative végane avant qu'ils se transforment en restaurant vegan pour de bon, voilà.
mais commencer à mettre le pied dans la porte. Revendiquer ensemble aussi, c'est ce qu'on fait nous par l'intermédiaire de la marche pour la fermeture des abattoirs, mais il y a aussi tout un tas d'autres manifestations où on se fédère, où on se donne de la force. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à ces manifestations comme la Veggie Pride, comme la marche pour la fermeture des abattoirs, mais quelle force ça nous donne, comme ça, plusieurs fois dans l'année, de se retrouver à plusieurs centaines et de pouvoir exprimer tout haut. Parce que des fois, on est obligé de penser plus ou moins, de le dire avec des pincettes. Bah oui, je mange pas d'animaux parce que, parce que justement, c'est des animaux, quoi. Bah non, là, le dire haut et fort. Et puis, se servir des outils, créer les outils. Il n'y a pas d'association qui vous correspond, vous vous reconnaissez dans aucune, et créez la vôtre. Ou alors, rejoignez des associations qui existent déjà. Mais voilà. En conclusion, c'est nous qui pouvons changer le monde de demain. Éthique et responsabilité, notre responsabilité est engagée auprès des animaux parce que on a le pouvoir de changer ça. On peut faire changer ça. Et tous les grands mouvements, toutes les luttes pour l'égalité qui ont eu lieu dans le monde, elles ont démarré avec un petit groupe qui s'est élargi et nous sommes aujourd'hui ce petit groupe et on a tout intérêt à l'élargir pour que demain on puisse espérer un monde qui soit vivable pour tout le monde. Merci Brigitte. Merci Brigitte. Effectivement, donc L214, on n'a pas dit ce que c'était. L214, en fait, c'est un article du code rural et du code de la pêche qui dit qu'effectivement, vas-y, je te vais. L214, donc tous les animaux étant des êtres, sensibles doivent être placés par leurs propriétaires dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Très bien. Voilà, c'est bien resté. Si c'était respecté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Autre chose aussi, tu as parlé de l'éthique, effectivement, puisque c'était le thème de la journée. L'éthique, contrairement à la morale dépend beaucoup de nos traditions, de nos habitudes, de notre culture. Culture, religion, bien sûr, culture, c'est pareil. Donc l'éthique, ça dépend que de nous. Ça dépend que de nous, ça ne dépend pas de ceux qui nous ont appris la morale. On peut avoir de l'éthique, on peut avoir de la morale, et puis avoir une mauvaise éthique, on peut dire. Hein. Donc l'éthique, c'est le triangle le triangle équilatéral. Hein, donc les trois côtés pareils, c'est que en haut vous pouvez mettre que faire, en bas à gauche que puis-je, et en bas à droite que dois-je. Donc vous avez toujours entre ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Donc l'éthique, c'est une combinaison qui doit être en permanente, en évolution dans votre esprit, et chaque fois qu'il y a quelque chose, vous allez dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je dois le faire? Donc voilà, donc l'éthique, c'est quelque chose de très individualisé. Et puis on te remercie bien sûr Brigitte pour ta présentation qui était extraordinaire. Comme tu le disais, les animaux, on peut les voir autrement. On peut les voir autrement, mais malheureusement en face de nous, il y en a qui les voient que d'une certaine manière. C'est d'une manière générale, c'est la rentabilité. Pour eux, l'animal, c'est un produit, que ce soit un produit agricole, donc c'est de la rentabilité. Donc nous, en face de tout ça, il faut effectivement qu'on mette notre compassion et notre santé, comme certains l'ont dit.